20 secrets pour gérer son argent. Introduction. Cher abonné, merci d'avoir pris la décision d'obtenir un exemplaire des 20 secrets pour gérer votre argent. Je suis ravi de vous compter parmi nos lecteurs. L'objectif ici va être de vous donner des outils et des méthodes simples pour chercher des opportunités qui peuvent vous enrichir passivement. La notion de passivité est évidemment cruciale. Il s'agit de développer des sources de revenus qui rapportent jour et nuit, la semaine comme le week-end pour les mois et les années à venir. C'est la condition sine qua non de la liberté, voire le secret 6. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, et que de nombreuses personnes sont passées par là avant vous, à commencer par moi. Il est tout à fait possible d'investir son argent de manière très rentable même, si on n'est pas un professionnel de la finance ou un économiste. Les stratégies dont je vais vous parler combinent la recherche de profit à court terme, celle de profit à long terme, mais surtout en éliminant au maximum les risques pour votre patrimoine, voire à ce sujet, le secret 1 avec la théorie de Nassim Taleb. Je vous expliquerai comment éviter les pièges et les arnaques tout en résistant à la pression sociale, secret 15. Chacun peut le faire, et c'est ma mission de vous accompagner vers cette réussite. Lire ce livre, et appliquer les méthodes est quelque chose de rapide. J'ai conçu ce livre, pour que vous puissiez passer à l'action dès aujourd'hui. Mais vous n'obtiendrez rien sans rien. Vous le savez. Vous devez agir et garder le cap, si vous voulez avoir des résultats. Rapidement vous aurez vos premiers résultats financiers. Votre stress diminuera, et vous aurez une vision plus claire, quant à vos choix d'investissement. N'oubliez pas aussi que la vraie ressource est votre temps, secret 13, et que vous devez investir en vous-même, secret 4. Bientôt, c'est votre entourage, qui vous demandera comment vous avez fait pour gagner de l'argent en investissant. Et je ne vous parle pas ici des rendements médiocres, et faussement sécurisés, du livret A ou du PEL. Non, je parle ici de saisir les opportunités dont les autres ignorent même l'existence. À vous de voir, si vous voulez les partager avec votre entourage. Que vous ayez 100 € ou 1 million d'euros à investir, le chemin commence ici. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Secret 1, la règle des 10-90 de Nassim Taleb. Selon Mark Cuban, la diversification c'est pour les idiots. Dans les règles des placements financiers, ou de la gestion de portefeuille, pour reprendre l'expression préférée des conseillers financiers, on vous parle toujours de diversification. Il faut vous diversifier, vous devez diversifier vos placements, votre épargne doit être diversifiée, etc. En apparence, cela semble ressembler à un conseil judicieux et pertinent. Pourquoi? Parce qu'en diversifiant vous limitez le risque. Si l'action A s'effondre, vous avez l'action B, l'obligation C, et le bon du trésor D qui se maintiennent. Ce faisant, votre patrimoine est protégé, parce que vous n'avez pas mis tous vos œufs dans le même panier. Vous êtes donc en sécurité, en apparence. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Tout d'abord, comme dirait le milliardaire Peter Thiel, la diversification signifie souvent que vous ne croyez en rien, vous n'avez pas de théorie, pas de réelle stratégie, ou simplement que vous ne comprenez rien. Je ne comprends rien, donc j'achète un peu de tout. Dit autrement, j'achète plein de trucs que je ne comprends pas. L'autre erreur est de croire que les différents placements sont décorrélés. Ce qui veut dire que la chute d'un titre ou d'un actif ne va pas entraîner ou s'accompagner de la chute des autres titres ou actifs. Or, comme le répète souvent l'économiste iconoclaste Olivier Delamarche, des valeurs qui semblent décorrélées sont souvent, en fait, sujettes aux mêmes variations, et en particulier aux mêmes risques systémiques. Un risque systémique est un risque qui, comme l'indique son nom, met en péril l'intégralité de la sphère et des systèmes financiers nationaux et mondiaux. Enfin, pour porter un dernier coup à la théorie de la diversification, on peut reprendre l'idée de l'entrepreneur américain Mark Cuban, qui explique que l'erreur de la diversification, c'est que vous n'avez pas de liquidité disponible. Ainsi, si une belle opportunité se présente, vous n'avez pas de capitaux rapidement mobilisables pour la saisir.
Il suggère ainsi qu'il vaut mieux laisser son argent en banque plutôt que d'essayer de le placer de manière complexe et diversifiée. Dans son cas, il estime ne détenir qu'entre 4 et 6 placements, alors qu'il a une fortune évaluée par le magazine Forbes à plus de 3,9 milliards de dollars. Du coup, que faut-il faire? J'en viens maintenant à un de mes auteurs préférés, Nassim Nicolas Taleb. Taleb est un financier et un philosophe, oui, on peut être les deux. On lui doit notamment le concept de signe noir en finance. C'est quoi un signe noir? Le signe noir est un concept financier développé par Nassim Taleb. Il désigne un événement d'une importance historique, mais dont la probabilité est tellement faible, que personne n'y pense avant, et qu'aucun modèle probabiliste n'inclut dans les stratégies d'investissement. L'exemple type est le 11 septembre 2001. Qui pouvait le prévoir? Pourtant a posteriori cet événement est considéré comme un tournant historique. Aucun modèle n'avait prévu un tel événement et les marchés financiers ont chuté brutalement. L'idée du signe noir, c'est aussi qu'on ne peut jamais prétendre prévoir toutes les crises et toutes les ruptures majeures. Aucun modèle d'investissement n'est parfait, et qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise, bonne ou mauvaise. Taleb estime que la meilleure stratégie d'investissement est une approche dite antifragile, qui consiste à maximiser en même temps la sécurité et le risque. Je m'explique. 90% de votre épargne doit être placée avec le minimum de risque, voire pas placée du tout, épargne en banque, et, si possible, répartie entre plusieurs banques. 10% de votre épargne doit être placée dans les investissements les plus spéculatifs, et les plus risqués. Il est donc fort probable que ces 10% seront perdus. S'ils le sont, vous ne perdez que 10% de votre argent. 10%, cela peut paraître beaucoup, mais si vous placez toute votre épargne en bourse, et qu'elle chute de 20%, ce qui arrive régulièrement, vous perdez 20%. Avec cette stratégie, au maximum vous perdez que 10% de votre patrimoine. Mais, il y a toujours un mais, si ces investissements très spéculatifs portent leurs fruits, vous pouvez multiplier votre gain par 2, 3, 5, ou même 50. Et ce faisant votre épargne globale, les 10% qui ont explosé, et les 90% qui n'ont pas bougé, a augmenté. Cette stratégie des 90-10% maximise ainsi les risques, opportunités, et la stabilité, sécurité. Psychologiquement, vous devez aussi vous dire que les 10% sont perdus, et qu'il faut chercher le risque le plus important. Pourquoi? Parce que sur les marchés financiers, le profit rémunère le risque. En 2017, vos 10% auraient pu être placés dans des crypto-monnaies. Par exemple dans le Ripple qui a vu son cours exploser, avant de chuter de 80%. Pendant quelques jours en 2017, le fondateur de la monnaie Ripple, Chris Larsen a eu une fortune personnelle plus importante que celle des fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, avec 59,9 milliards de dollars. Ce chiffre s'est par la suite effondré, quand la bulle a explosé. En 2018, l'opportunité spéculative était les pot stocks, autrement dit les actions des sociétés dans le secteur du cannabis. Avec la libéralisation du marché du cannabis, et de ses applications commerciales dans plusieurs États américains, les actions des sociétés spécialisées ont vu leur cours exploser. Secret 2. Éviter de flamber. Selon Warren Buffett, si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous finirez par devoir vendre ce qui vous est indispensable. Cette citation de Warren Buffett met en avant une des erreurs les plus communes faites par les riches. En s'enrichissant, on a tendance à dépenser toujours plus, dans des choses qui ne rapportent rien, ce qu'on appelle aussi des passifs, ou simplement du gaspillage. Les dépenses somptuaires en font partie. On peut définir les dépenses somptuaires comme les dépenses de luxe et de frime, voitures de sport, vêtements de marque, hôtels 5 étoiles, etc. Vous allez me dire, si je suis plus riche, pourquoi je n'ai pas le droit de me faire plaisir? A priori, on ne vit qu'une seule fois, et être le plus riche du cimetière est stupide. Alors autant vivre, et s'amuser un peu, non? Oui et non. Commençons par le non. Non,
Vous ne devez pas gaspiller et abuser des dépenses somptuaires parce que, 1. Elles vous font perdre de l'argent. 2. Il existe un effet de seuil des dépenses de consommation. Ce deuxième point est le plus important. On le doit aux travaux d'un économiste appelé Brown, et publié en 1952. Brown démontre que le plus difficile pour un ménage, c'est de baisser ses dépenses après les avoir augmentées. J'explique. Imaginons que votre revenu augmente et que par conséquent, vos dépenses augmentent aussi. Vous louez un appartement plus grand, vous prenez l'habitude d'aller au restaurant, etc. Si jour vos revenus baissent, vous allez avoir du mal à changer vos habitudes, et à vivre plus simplement. Par conséquent, vous allez préférer dépenser votre épargne plutôt que de baisser votre niveau de consommation. Vous brûlez votre capital pour financer vos dépenses de la vie de tous les jours. Ce faisant, vous vous appauvrissez rapidement, jusqu'au moment où vous n'avez plus d'épargne. Une fois l'épargne épuisée, c'est sous la contrainte, et dans la souffrance que vous allez réduire votre consommation. À partir de ces travaux économiques, on peut déduire qu'une augmentation des dépenses non essentielles, ou des dépenses somptuaires peut vous conduire à la ruine. Règle importante, ne partez jamais du principe que vos revenus de demain seront supérieurs ou égaux à vos revenus d'aujourd'hui. A priori, avec le temps, vos revenus vont baisser, surtout s'ils sont liés au travail et pas au capital. Règle importante, ne vivez pas au-dessus de vos moyens, car cela implique soit de s'endetter, soit de brûler son capital, au lieu de l'investir, et le faire fructifier. Voici pour vous convaincre une petite liste de personnes riches qui ont fini ruinées. 50 Cent en 2015, avec plus de 30 millions de dollars de dettes. Mussi Hammer en 1996, avec 13 millions de dollars de dettes. Michael Jackson avec 400 millions de dollars de dettes lors de son décès en 2009, Mike Tyson en 2003 et même Donald Trump. Voyons maintenant comment profiter de son argent. Avec modération. C'est comme l'alcool. On peut définir ici une règle arbitraire, qui encadre vos dépenses de plaisir et de luxe. Je vous recommande de ne jamais dépenser plus de 5% de vos liquidités disponibles en luxe. Par exemple, si vous avez 300 000 € en épargne sur vos comptes en banque, vous ne devez pas acheter une Porsche à 100 000 €, c'est 33% de vos liquidités disponibles, mais simplement une voiture à 15 000 €. Ou alors, vous attendez que votre épargne disponible atteigne les 1 million d'euros pour vous offrir une voiture à 50 000 €. Ce faisant, vous gardez le contrôle sur vos dépenses, et vous évitez une inflation de vos dépenses personnelles. Règle importante, ne consacrez jamais plus de 5% de vos liquidités disponibles à des dépenses de luxe et de plaisir. L'entrepreneur et investisseur, James Altucher estime lui qu'il ne faut pas dépenser plus de 2% de ses liquidités. Louez l'or au lieu d'acheter le bronze. Non, je ne parle pas d'investissement dans des métaux précieux. Je reprends ici une idée de Tim Ferriss, dans la semaine de 4 heures. Plutôt que d'acheter des biens qui sont très chers, par exemple une voiture de sport, et que vous n'utiliserez pas très souvent, louez-les pour un week-end. En gros, vous louez l'expérience au lieu d'acheter un bien. Cela a plusieurs intérêts. Vous pouvez faire l'expérience de quelque chose de mieux que ce que vous auriez pu vous payer. Vous louez une Ferrari soit l'or au lieu d'acheter une Audi soit le bronze. Vous limitez vos dépenses, et vous ne gaspillez pas. Vous ne vous retrouvez pas avec ces biens sur les bras sans savoir quoi en faire le reste du temps. Vous n'avez pas non plus à les entretenir, les assurer ou les revendre par la suite. Secret 3, géodiversifier votre épargne. Selon Yves Lacoste, la géographie, cela ne sert pas seulement à faire la guerre. Possédez-vous des comptes à l'étranger, y compris dans des paradis fiscaux, ou des territoires éloignés des réglementations françaises? La question est sulfureuse, mais saviez-vous que vous avez le droit de posséder des comptes en banque offshore légalement, à condition de les déclarer au fisc français? Vous allez me demander à quoi ça sert d'avoir des comptes à l'étranger, si c'est pour que l'administration fiscale soit au courant? Et la réponse est simple, limiter un certain nombre de risques. Le premier risque est celui d'une faillite de votre banque. Non, les banques ne sont pas immortelles, et non, l'État n'a pas toujours le pouvoir ou la volonté de sauver les banques. En théorie, votre épargne est protégée par une garantie de l'État,
jusqu'à 100 000 € en cas de faillite bancaire. En théorie, jusqu'au moment où l'État n'a plus les moyens, mais la dette publique n'est-elle pas déjà autour de 100% du produit intérieur brut? Mais c'est pas tout. Savez-vous que depuis 2014, une directive européenne a prévu que votre banque peut ponctionner votre épargne pour se renflouer en cas de graves difficultés financières? Oui, vous avez bien lu. Ça vous paraît impossible? Vous vous dites qu'ils ne feront jamais. Regardez ce qu'il s'est passé à Chypre, pays membre de l'Union européenne en 2013. Plus de 30% des dépôts bancaires supérieurs à 100 000 € ont été ponctionnés pour sauver le système bancaire. Dans le cas de la France, en cas de faillite, les clients particuliers d'une banque sont considérés comme des créanciers, au même titre que toutes les entités auxquelles l'établissement doit de l'argent. Ils peuvent donc potentiellement être sollicités pour éponger les pertes, rappelle Charles Constantin Vallet, avocat spécialisé dans le droit bancaire. Vous voulez éviter cela, vous devez donc répartir votre argent dans plusieurs banques, et dans plusieurs pays. Idée, vous pouvez créer des comptes chez N26, banque numérique allemande, ou Bank, banque numérique néerlandaise, en l'espace de quelques minutes et gratuitement. Le deuxième risque est celui d'un gel de vos avoirs et de vos comptes. En cas d'enquête fiscale à votre encontre, le fisc a la possibilité de geler tous vos comptes. Cela implique que soudainement, vous ne pouvez plus retirer d'argent au distributeur automatique, plus faire de virements pour payer votre loyer, ou si votre société est concernée, ne plus être en mesure de payer vos salariés et vos fournisseurs. Une telle procédure à votre encontre vous place immédiatement en situation d'illiquidité, et donc de facto en faillite. Et cela peut vous arriver même, si vous êtes innocent. Avec l'administration, vous êtes considéré comme coupable, jusqu'à preuve du contraire. Notons que la plupart des pays européens collaborent entre eux lors d'une telle situation. Ce qui veut dire qu'à la demande de la France, l'Allemagne gèlera vos comptes allemands, si vous en avez. Mais si votre compte est à Hong Kong, cela sera sensiblement plus compliqué pour le fisc de vous geler. Ainsi, avec ce compte vous pourrez continuer de payer vos factures, votre loyer et vos dépenses malgré un gel de vos comptes européens. Idée, vous pouvez créer gratuitement un compte à Hong Kong avec NI. Le troisième risque est lié à l'euro et aux variations des devises. Une devise est simplement le mot économique pour désigner une monnaie. Comme vous le savez, le prix des devises varie chaque jour sur le marché des changes, le Forex. L'euro peut monter ou baisser par rapport au dollar, au franc suisse, ou encore la couronne norvégienne. Il y a donc des risques de change. C'est quoi un risque de change? Le risque de change désigne le risque que fait peser sur votre business, ou sur vos investissements, les variations des taux de change. Imaginons que 50% de vos investissements sont en dollars, actions de sociétés cotées aux États-Unis, obligations avec taux d'intérêt payés en dollars, etc. Et que soudainement le dollar perd 50% de sa valeur par rapport à l'euro. Cela veut dire que vous avez perdu, en théorie, 50% de votre patrimoine, soit 25%. Si vous voulez vendre vos placements qui sont en dollars et rapatrier l'argent en Europe sous forme d'euros, vous allez devoir convertir les dollars en euros, et comme le dollar a chuté, vous allez avoir moins d'euros. L'exemple que j'ai pris est extrême, et c'est peu probable que le dollar chute de 50%. Par contre, un effondrement de l'euro dans le cadre d'une sortie de la zone euro de l'Italie pourrait causer une chute brutale de l'euro et conduire à une situation où vos euros ne valent plus grand-chose dans le reste du monde. Imaginons une situation extrême, l'euro s'effondre, et avec lui tout le système bancaire européen. Ce scénario est notamment envisagé par l'économiste Olivier Delamarche. Soudainement les banques font faillite, et surtout l'euro ne vaut plus grand-chose. N'oubliez pas que la valeur d'une monnaie est déterminée par la confiance. Si demain votre boucher refuse d'être payé en euros parce qu'il n'a plus confiance, cela peut enclencher un effet domino de la perte de confiance, et les euros que vous détenez ne valent plus rien. Idée, avec Revolut, qui est une société britannique, vous pouvez créer un compte bancaire avec plusieurs devises, euros, livres sterling, dollars, et même des crypto-monnaies. Avec le service NIT, vous aurez un compte en dollars hongkongais. Enfin,
Je vous recommande d'utiliser TransferWiz si vous avez besoin de déplacer rapidement de l'argent d'un compte vers un autre à moindre frais. Secret 4. Investissez dans vous-même. Ce que tu sais, personne ne pourra te le voler, disait ma grand-mère. Ma grand-mère allemande a vécu la guerre. La vraie. Pas celle qu'on voit à la télévision. Et comme de nombreuses personnes de sa génération, elle a tout perdu. Son épargne, son appartement, du fait des destructions, son travail et j'en passe. Au lendemain de la guerre, il ne resterait, pour ainsi dire, plus grand-chose. Toutes les possessions ne valaient plus rien à part deux choses, la nourriture et le savoir. La nourriture repousse, et le savoir a toujours une valeur. On peut changer de pays, déménager, fuir. Ce qu'on a dans la tête aura toujours une valeur marchande, et pourra être monétisé. Le capital humain, et le retour sur investissement. Cette idée que le savoir, et le savoir-faire, ont une valeur économique a finalement été intégrée dans la science économique. Dès 1964, l'économiste Gary Becker publie un livre qui marquera la science économique. Ce livre s'appelle Human Capital, et dans ce livre, l'auteur met en avant la notion de capital humain. Le capital humain correspond à l'ensemble des savoirs et savoir-faire économiquement mobilisables. Il y a une relation entre ce qu'on sait ou sait faire, sa productivité, son employabilité et son revenu. Où que l'on soit dans le monde. Le rapport avec la gestion de votre épargne, c'est simple, si vous ne savez pas dans quoi investir, investissez dans vous-même. Développez de nouvelles compétences, apprenez de nouvelles idées et formez-vous. Comme l'écrivait Benjamin Franklin, l'investissement dans la connaissance est celui qui apporte le meilleur rendement. Les nouvelles connaissances représentent autant de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, voire notamment le secret 5. Investissez dans ce que vous comprenez. Règle importante. Le savoir est devenu la ressource, disait Peter Drucker. Le savoir et les informations sont le pétrole du XXIe siècle. Ne les négligez jamais. Chaque livre que vous lisez vous enrichit même, si vous ne vous en rendez pas compte initialement. Le cycle R&D, personnel et infoproduits. Commençons par la R&D, personnel. J'ai piqué ce concept à Josh Kaufman, auteur du livre The Personal MBA. Il donne le conseil d'allouer une partie de son revenu et de son temps à l'apprentissage de nouvelles connaissances. Cet investissement est fait de manière consciente et voulue. Il s'organise. Vous pouvez ainsi prévoir un budget mensuel en livres et formations. Mais aussi des quotas, par exemple lire 40 minutes par jour, et en faire un rituel. Un autre exemple de quota est de se fixer un livre par semaine. En moyenne, les PDG lisent 40 livres par an. Demandez-vous combien vous en lisez. Et surtout, parmi les livres que vous lisez, lesquels vous apportent vraiment quelque chose. La deuxième étape du cycle est la création d'infoproduits. Un infoproduit est un produit d'information, comme l'indique son nom, que vous vendez. Par exemple, si vous vendez une formation en ligne ou un e-book, ce sont des infoproduits. C'est, à ce jour, un des business qui apporte le meilleur retour sur investissement et les meilleures marges possibles. J'en parle dans mon programme Système Revenu Passif que vous pouvez trouver ici. Règle importante, vous pouvez vendre et monétiser le savoir et les informations que vous avez. Secret 5. Investissez dans ce que vous comprenez. Je sais que je ne sais rien, disait Socrate. Saviez-vous que des cartes de baseball peuvent se revendre plusieurs millions de dollars aux États-Unis? Qu'est-ce qui explique l'évolution du prix de l'art contemporain? Est-ce la rareté ou l'excès de liquidité sur les marchés? La politique monétaire de la Banque centrale va-t-elle changer dans les 6 prochains mois, en ce qui concerne les assouplissements quantitatifs? Les crypto-monnaies sont-elles vraiment des monnaies? D'ailleurs, c'est quoi une monnaie? Vous n'avez pas la réponse à ces questions? C'est pas grave. Mais voilà ce que vous devez admettre. Il y a des choses que vous comprenez, et d'autres que vous ne comprenez pas. Vous devez savoir ce que vous comprenez, et ce que vous ne comprenez pas. Puis choisir si vous voulez prendre le temps de comprendre ce que vous ne comprenez pas. Comprendre, ça prend du temps et le temps, c'est de l'argent, mais comprendre peut aussi rapporter de l'argent. C'est un arbitrage. Par contre, ne vous croyez pas plus malin que le jeu. Ne vous prenez pas pour un devin,
parce qu'une action que vous avez achetée au hasard a grimpé de 34%. Ne prétendez pas maîtriser un sujet après avoir regardé une vidéo sur YouTube et une page Wikipédia. Ce que je dis ici paraît évident. Vous allez me dire ça va, je ne suis pas idiot. Et je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas idiot. Sinon vous ne seriez pas en train de lire ces lignes. Mais, votre cerveau vous joue des tours. Pour expliquer cela, je vais prendre deux concepts issus de l'économie comportementale. 1. L'effet Dunning-Kruger. D'après cet effet, moins un individu maîtrise un sujet plus, il a l'impression de le comprendre. Et inversement, plus il le comprend, plus il se rend compte à quel point c'est complexe et qu'il ne le maîtrise pas vraiment. Vous n'imaginez pas à quel point cette théorie a été vérifiée lors de la bulle des crypto-monnaies pendant laquelle des imbéciles incultes se prenaient pour des prophètes, alors qu'ils n'avaient aucune culture financière. 2. Le biais de confirmation d'hypothèse. Cet effet stipule que le cerveau va sélectionner et valoriser les informations et les faits qui vont dans le sens de son opinion initiale. Inversement, le cerveau va écarter et dévaloriser les argents qui vont à l'encontre de son opinion. Pourquoi ? Les raisons sont complexes, mais un des arguments est que le fait d'avoir raison fait plaisir, cela libère de la dopamine. Donc le cerveau va chercher à avoir raison pour obtenir du plaisir. Pour obtenir ce plaisir, il va classifier et sélectionner les informations. Un exemple classique de biais de confirmation d'hypothèse pour les investisseurs est uniquement de prendre en compte les fois où ils ont eu raison, et estimer que toutes les fois où ils ont eu tort c'est pour d'autres raisons, j'avais mal dormi, le marché est trop volatile, etc. Règle importante. Par pitié, soyez critique vis-à-vis de vous-même, admettez que votre compréhension est limitée, et apprenez de vos erreurs. Secret 6. Développer 7 sources de revenus. En moyenne, un millionnaire a 7 sources de revenus différentes, affirme Tai Lopez. J'allais vous demander à votre avis, combien de sources de revenus différentes a en moyenne un millionnaire, mais la réponse est juste au-dessus. D'après l'entrepreneur et influenceur Tai Lopez, un millionnaire compte en moyenne 7 sources de revenus, dont seulement une ou deux dépendent de son temps ou de son travail. Le reste correspond à des revenus dits passifs, immobilier, investissement boursier, business angel, etc. Ce qui veut dire que si demain la personne veut arrêter de travailler, elle continue à gagner de l'argent. Vous allez me dire, oui, enfin en France c'est pareil, on peut arrêter de travailler, et on touche de l'argent de l'État. Mais vous savez que, 1. C'est pas toujours aussi simple. 2. Le système de sécurité sociale est au bord de la faillite, et que cela ne va donc pas durer longtemps. Tôt ou tard, pour le meilleur, ou pour le pire, même la France reviendra à la vraie vie. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien. Dès lors, avoir plusieurs sources de revenus est une question de survie. Et surtout des revenus passifs, les revenus passifs font travailler l'argent. Vous ne travaillez plus pour l'argent, l'argent travaille pour vous. Vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent, l'argent vous donne le temps de faire ce qui vous plaît. Demandez-vous, quelle source de revenus pouvez-vous créer lors des 3 prochains mois? Cela peut être un investissement immobilier, qui vous rapporte quelques centaines d'euros par mois. Vous devez d'abord payer la banque, et mettre un peu de côté, pour payer les taxes. Cela peut être l'achat d'obligations, qui donneront lieu au versement d'un taux d'intérêt. Cela peut être du crowdlending grâce auquel vous prêtez à des PME, et vous touchez de l'argent chaque mois. Cela peut être la création d'un infoproduit que vous mettez en vente sur Internet, et qui vous rapporte quelques milliers d'euros par mois. Cela peut être une série de livres au format Kindle que vous faites rédiger, et que vous mettez en vente sur Amazon. Amazon s'occupe des ventes, et vous verse vos droits d'auteur sans passer par des intermédiaires, comme des maisons d'édition, ou autres, actifs et passifs, une définition simplifiée. À ce stade, il est très important de comprendre la différence entre un actif et un passif. Je vais proposer ici une définition, ultra simplifiée d'un actif et d'un passif. Un actif est quelque chose que vous achetez et qui vous rapporte de l'argent, par exemple un appartement que vous louez. Un passif est quelque chose que vous achetez et qui vous coûte de l'argent, par exemple votre résidence principale.
Règle importante, ce que vous voulez c'est investir dans des actifs. Secret 7, seuls les paranoïaques survivent. Seuls les paranoïaques survivent, affirme Andy Grove. Allez voir votre banquier, demandez-lui quoi faire et comment investir. Puis ne faites surtout pas ce qu'il vous demande de faire. Partez du principe qu'il veut vous arnaquer. Ça vous paraît excessif? Pensez à tous les scandales, à toutes les crises financières, à toutes les actions qui se sont effondrées, et que les banquiers conseillers avaient recommandé à leurs clients, parce que c'est un investissement sûr. Votre banquier est au mieux un ignorant et au pire un escroc, même s'il existe des perles rares, qui échappent à cette règle. Dès que vous avez de l'argent, méfiez-vous de toutes les personnes qui vous veulent du bien. Demandez-vous, quels sont leurs intérêts? Comment gagnent-ils leur argent? Reprenons le cas du banquier. Quels sont leurs intérêts? Obtenir une prime et une promotion. Que doit-il faire pour les obtenir? Très souvent, recommander aux clients les produits financiers et les solutions d'investissement conçues par la banque, et que les conseillers doivent refourguer à des ménages crédules qui ne comprennent rien aux produits financiers. Je vous rassure, 99% des banquiers et des investisseurs ne comprennent pas non plus ces produits. Pensez à la phrase du film « Le loup de Wall Street » sorti en 2013. Règle du jeu, mettre l'argent du client dans sa poche. Pour ces raisons, j'estime que la seule position rationnelle est la paranoïa, car seuls les paranoïaques survivent. Partez du principe que tout le monde veut vous nuire. Comme ça, vous réduirez le risque de vous faire arnaquer, et au mieux vous aurez une bonne surprise en vous rendant compte que non, toute l'humanité n'est pas corrompue moralement. Maintenant que j'ai dit ça, je vous conseille de faire deux choses. Premièrement, dès que quelqu'un vous donne un conseil, allez sur Google et tapez pourquoi ne pas plus le conseil donné, et regardez toutes les raisons de ne pas le suivre ou ne pas le faire. Seulement après cela, prenez votre décision. Deuxièmement, créez un compte secret. Le compte secret n'est pas le compte de survie, voir à ce sujet le secret 18. Le compte secret, même votre épouse ou votre époux n'est pas au courant de son existence. Pas même vos amis, vos parents ou vos enfants. Le compte secret est votre sécurité, c'est votre Joker 2 en cas de catastrophe, le Joker 1 étant le compte de survie. Pourquoi je dis secret? Parce que s'il est secret, personne ne vous sollicitera pour le placer, l'investir ou le consommer. Règle importante. Créez un compte secret, et n'en parlez à personne. Le filtre anti-bullshit, comment ne pas se faire enfumer, et comment reconnaître les promesses trop belles pour être vraies. Voici les détecteurs que j'utilise pour savoir si la promesse ou la personne n'est pas crédible. Détecteur 1, ça ne peut que monter. Votre esprit doit dire alerte. Personne normalement constituée avec un début de cerveau peut dire ça. On peut dire elle a tendance haussière, il y a de nombreuses raisons qui expliquent que ça va monter, il y a une forte probabilité que ça monte. Mais dès qu'une personne déclare que la hausse est la seule et unique possibilité, comme si ça devait de Dieu, fuyez. En règle générale, méfiez-vous des déclarations absolues. C'est comme dire tous les chats sont noirs. Il suffit d'en trouver un qui est gris foncé, et la démonstration s'effondre. Détecteur 2, la promesse mirobolante. Par exemple, une personne qui vous explique que le placement rapporte 20% sans risque. Il y a toujours un risque. Toujours. À moins de souffrir d'une inculture économique profonde et inquiétante, il y a toujours un risque. Le risque peut être plus ou moins important, mais en a toujours un. Si une personne dit qu'il n'y a pas de risque, c'est du pipeau. Le profit rémunère le risque, donc plus le profit est important, plus le risque l'est. C'est une des lois quasi universelles de la finance. Pareil, si une personne vous promet qu'elle peut doubler votre mise en un an, et qu'elle le garantit, c'est du pipeau. Attention à ne pas confondre le passé et le futur. C'est pas parce qu'une personne ou un placement a doublé la mise l'année dernière qu'il va réussir à le faire l'année prochaine. Même les grands gestionnaires de hedge funds font régulièrement des contre-performances. On pourrait conclure avec Théonie de Mégare qui déclarait confiant, j'ai tout perdu, défiant, j'ai tout préservé. Secret 8. Sachez quand sortir de la partie. Un ami investisseur a investi 1 million,
dans les crypto-monnaies début 2017. Rapidement, il a multiplié sa mise par 2. À ce stade, la plupart des spéculateurs débutants auraient simplement mis encore plus d'argent, ou, pire, se seraient endettés pour spéculer davantage. Ce n'est pas ce qu'a fait mon ami. Mon ami a vendu 50% de ses crypto-monnaies pour sortir sa mise de départ. Comme ça peu importe ce qui se passe sur le marché, il n'a rien perdu de sa mise initiale. Les marchés ont continué de progresser à la hausse. Les spéculateurs se sont enrichis encore plus et encore plus rapidement. Jusqu'au moment où tout s'est effondré. Le million qu'avait gagné mon ami ne vaut presque plus rien au moment où j'écris ces lignes. Mais il n'a rien perdu de son capital initial. Tous les autres petits malins se sont fait littéralement tondre. C'est pas pour rien qu'on les qualifie de moutons. Un mouton, ça se fait toujours tondre. Une des méthodes pour ne pas perdre son gain est de savoir quand sortir, d'avoir une règle, et de la respecter, ce qui implique avoir une discipline. Mieux vaut sortir avec un petit gain, que de rester pour tout perdre. D'où l'expression de La Fontaine dans Le Petit Poisson et le Pêcheur. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras, l'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Si vous spéculez sur une action, ou sur un placement, avant d'investir vous devez avoir décidé à quel moment vous allez sortir, et vous devez vous y tenir. C'est encore plus vrai pour les produits hautement spéculatifs et volatiles. Par exemple, vous devez décider de sortir une fois que vous aurez fait plus 20% sur votre investissement initial. Et vous y tenir. Peu importe si le cours monte de 300% après. Vous prenez votre gain. Et encore une fois, un gain réel encaissé vaut plus qu'un gain fictif, qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Notons que cette discipline de sortie ne s'applique pas pour les fonds placés dans une stratégie de long terme. Règle importante, avoir une discipline de sortie pour les placements spéculatifs. Notons aussi que cette stratégie s'applique qu'aux placements spéculatifs, qui doivent concerner qu'une toute petite partie de vos investissements. Ne misez pas 90% de vos fonds sur quelque chose de spéculatif et de volatile. Secret 9. Méfiez-vous comme de la peste des États et des gouvernements. Selon Ronald Reagan, le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes, le gouvernement est le problème. Les gouvernements, les États et les hommes politiques ne sont pas vos amis. Ils ne travaillent pas pour vous, mais pour eux-mêmes et leurs sponsors financiers. Ils ne vous veulent pas que du bien. Dès que vous entendez intérêt général ou intérêt supérieur de la nation, fuyez. Si l'histoire nous a appris une chose, c'est que plus un gouvernement ou une personne brandit de grands concepts, ou de grandes règles pseudo-morales, l'intérêt général n'est pas la morale, plus il a manipulation et arnaque derrière. Les champions des incantations sur l'intérêt général sont les énarques. Les énarques qui prospèrent, et qui vivent de l'État, et qui ont intérêt à ce que l'État grossisse jour après jour, dépensent de plus en plus et donc taxent de plus en plus. Mais c'est pour l'intérêt général. En France, les dépenses publiques sont passées de 41,9% du PIB en 1968 à 56,4% en 2018. Pour financer ces dépenses, la pression fiscale a explosé. Et est-ce que les gens vivent mieux ? Est-ce que la santé publique s'est améliorée? Est-ce que les fonctionnaires essentiels et utiles, pompiers, infirmières, policiers sur le terrain, sont mieux payés et mieux traités par leur hiérarchie, ou est-ce qu'ils ont les moyens de mieux accomplir leur mission d'aide auprès des citoyens? Non. Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra écrivait l'État est le plus froid des monstres froids, il ment froidement, et voici le mensonge qui rampe, dans sa bouche moi l'État je suis le peuple. L'État est, en réalité, au service d'une minorité qui le contrôle, et qui fait passer ses intérêts privés comme un intérêt général. Vous voulez un autre exemple? Pensez aux États qui ont envoyé leurs enfants mourir dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. C'était l'intérêt général? C'était l'intérêt supérieur de la nation? Vraiment. Je vous rappelle les propos d'Anatole France à ce sujet. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Quand il s'agit d'investir, vous devez adopter la même prudence. Pensez aux actionnaires spoliés lors des nationalisations, pensez aux faillites publiques,
Pensez aux réglementations qui changent n'importe quand, et pour n'importe quelle raison. Pensez aussi aux banques centrales, qui impriment de l'argent, et qui jouent à Dieu. Entre 2008 et 2018, la Fed a imprimé et injecté plus de 10 000 milliards de dollars, oui 10 000 milliards de dollars, et on va s'étonner, si une nouvelle bulle explose. Par conséquent, voici une série de règles saines à adopter. Ne confiez pas votre argent à un État ou à un organisme public. N'achetez pas de bons du Trésor français, ou de produits financiers, qui reviennent à acheter des bons du Trésor. Notamment les assurances vie, qui sont souvent placées en bons du Trésor français. Partez du principe que la France fera faillite. Ne faites pas confiance aux déclarations et aux promesses des gouvernements, mais ça, même un enfant de 12 ans le sait. N'investissez pas en fonction des niches fiscales et des incitations fiscales. Elles peuvent changer à tout moment et tout vous faire perdre beaucoup, ou alors vous assumez que c'est un placement ultra spéculatif. Ne mettez pas tout votre argent dans un même pays. Si vous investissez dans des actions, achetez les actions de sociétés qui ne dépendent pas de l'État et qui sont mondialisées. Risque et volatilité. D'après Charles Gave, une personne qui place son argent doit se poser 2 questions. Quel est le risque? Qu'est-ce que mon argent vaudra dans 10 ans? Avec des bons du Trésor français ou italien, on ne sait pas du tout ce que ça vaudra dans 10 ans. Ça peut valoir 0. On ne sait pas non plus dans quelle monnaie on sera repayé, etc. Il n'y a un risque non nul que ça ne vaille plus rien et qu'on ne revoie jamais son argent. Par conséquent, c'est certes peu volatile, mais c'est très risqué. En revanche, si on a un portefeuille d'actions comme Air Liquide, Schneider, L'Oréal, LVMH, dans 10 ans ça vaudra toujours quelque chose. Ça sera beaucoup plus volatile que des obligations de l'État français, mais qui sera beaucoup moins risqué. Maintenant, il faut distinguer 2 types d'actions. Les actions du secteur communiste, ce sont les actions de sociétés qui travaillent avec le gouvernement et qui dépendent des réglementations. Compagnies d'assurance, banques, services publics. D'après Charles Gave, ces actions sont en recul depuis 20 ans, et ça ne va pas s'arranger. Les actions du secteur capitaliste, ce sont les actions de sociétés qui font face à la concurrence internationale et qui ne sont protégées par personne. Parce qu'elles ne sont pas protégées, elles sont obligées d'être efficaces, compétitives et rentables pour survivre. Ces actions sont en croissance depuis 20 ans. Règle importante, n'investissez pas dans les États, n'investissez pas en fonction des États, et ne leur faites pas confiance. Secret 10. Souhaitez et attendez les crises. Soyez craintifs quand les autres sont avides, et soyez avides quand les autres sont craintifs, affirme Warren Buffett. Les crises sont des moments de changement et d'opportunité. Lors des crises, les cartes sont redistribuées, pas toujours équitablement. Et enfin, les crises font toujours des gagnants et des perdants. Parmi les perdants, on compte les cohortes de travailleurs qui perdent leurs emplois. On compte aussi les épargnants qui ont acheté quand les cours étaient au plus haut, et qui vendent dans la précipitation quand les cours sont plus bas. Parmi les gagnants, on peut compter les innovateurs et les entrepreneurs qui profitent des perturbations pour développer leur activité et faire avancer leurs idées. Mais on a aussi et surtout les investisseurs avisés qui ont attendu la crise, qui ont mis des ressources de côté et qui profitent de la crise pour faire leurs emplettes. Il n'y a rien d'amoral là-dedans, et chacun peut en tirer profit. Rothschild allait encore plus loin en déclarant « Lorsque le sang coule dans les rues, c'est qu'il est temps d'investir dans la pierre ». Une fois qu'on a dit ça, cela signifie plusieurs choses. Premièrement, qu'il faut souhaiter les crises. Lors des crises, les cours de bourse s'effondrent, l'immobilier chute, même si les différents marchés nationaux réagissent différemment. Et de nombreux biens, art, yachts, voitures de luxe, arrivent sur le marché et cherchent preneurs en urgence. Deuxièmement, il faut donc préparer la crise et avoir des liquidités disponibles. C'est aussi un des arguments contre la diversification et en faveur de la règle de 90-10 de Nassim Taleb. Idéalement, votre épargne est distribuée sur plusieurs comptes dans plusieurs pays pour éviter les risques bancaires. Ainsi, quand la crise bat son plein, vous pouvez commencer à acheter, et vous n'avez plus qu'à attendre que ça remonte.
performance des gestionnaires de hedge funds en 2009. Par exemple, l'année 2009 a été une des meilleures années de l'histoire pour les gestionnaires de hedge funds. Ils sont nombreux à avoir simplement attendu que les cours s'effondrent, puis ont massivement acheté en attendant que l'État relance l'économie et que les cours remontent. Les grands gestionnaires ont encaissé des milliards à titre personnel. David Tepper a gagné 4 milliards de dollars. George Soros a gagné 3,3 milliards de dollars. James Simon a gagné 2,5 milliards de dollars. John Paulson a gagné 2,3 milliards de dollars. Steve Cohen a gagné 1,4 milliard de dollars. Théoriquement, c'est facile. Le plus dur, c'est de rester serein dans la crise et face à la crise. Ce qui est presque impossible. Je me rappelle en 2008, les médias nous expliquaient que c'était la fin du monde, qu'il n'y aurait plus d'argent dans les banques demain et plus de capitalisme après-demain. Le 10 octobre 2008, le Washington Post titrait The End of American Capitalism, la fin du capitalisme américain. Garder son calme dans cette situation est très compliqué. Voici une méthode pour rester serein. Il faut voir les choses de la manière suivante. Si le capitalisme s'effondre vraiment, tout l'argent que j'ai ne vaudra plus rien. Je perds tout. Donc que j'investisse ou non, ça ne change rien. Si le capitalisme ne s'effondre pas, et que j'ai investi, lors de la remontée des cours, je vais gagner énormément d'argent. Donc soit je perds peu importe ce que je fais, et je ne peux rien y faire. Soit, je gagne énormément d'argent si j'investis. Donc autant investir. Si vous aviez investi 5000 € dans le Nasdaq en 2008 au plus bas, 10 ans plus, en 2018 vous auriez 30 500 €. Juste en achetant et en attendant. Si vous aviez été moins patient, et que vous aviez vendu en 2013, vous auriez quand même multiplié votre MI par 2,2. Alors multiplié par 2,2 en 5 ans, cela peut ne pas paraître énorme, mais comparé au livret A, c'est pas mal. Règle importante, attendez les crises, et abordez-les sereinement, comme des moments d'opportunité. Secret 11. Entourez-vous avec des gens qui ont de l'argent. Selon Albert Camus, l'amitié n'est pas une simple formule, c'est le devoir d'assistance dans la peine. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si les 5 personnes que vous fréquentez le plus ont comme habitude de dépenser de l'argent à crédit pour acheter des gadgets inutiles, et pensent que le problème en France, c'est les riches, il y a de fortes chances que vous finissiez aussi comme ça. Si en revanche, les 5 personnes que vous fréquentez le plus, souvent ont pour sujet de discussion principal, le développement d'entreprises, le placement malin de leur épargne et le partage d'astuces, pour optimiser les différentes dimensions de leur vie, alors cela devrait vous tirer vers le haut. Au passage, ce qui compte n'est pas forcément que les gens aient de l'argent, c'est leur état d'esprit, leur rapport à l'argent, ou plus généralement leurs ambitions. Une bonne manière de rencontrer des personnes comme ça, est d'être une personne comme ça. Voici quelques étapes ou éléments importants. Vous devez être dans une démarche permanente d'apprentissage et de développement. Au minimum vous devez lire un livre toutes les 2 semaines, et consommer au moins une fois par jour des vidéos de formation sur les questions économiques, financières, ou entrepreneuriales. Ayez un projet avec un site. Vous pouvez faire un site de présentation de votre projet en quelques minutes avec Strikingly. Puis sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, vous mettez comme profession, fondateur du site X, cela envoie un signal très positif. Ça dit que vous êtes entrepreneur, et les entrepreneurs adorent fréquenter d'autres entrepreneurs. Ça sera tout de suite beaucoup plus facile de rencontrer des gens intéressants. Faites vos premiers placements même, si c'est des toutes petites sommes, et commencez à créer des sources de revenus passifs. Allez à des séminaires, ou des meet-ups de passionnés, d'investisseurs ou d'entrepreneurs, et essayez de rencontrer un maximum de personnes. Attention, toutes les personnes que vous pourrez rencontrer ne se valent pas. Cela va de soi. Pour déminer le terrain, voici mon filtre anti-bouffon. Le filtre anti-bouffon. Le monde de l'entrepreneuriat de l'investissement est colonisé par les touristes et les bouffons. Ils sont gentils, mais vous voulez les éviter. Pour cela, vous pouvez utiliser mon filtre anti-bouffon.
Voici 3 critères pour les filtrer, il dit le business. Personne de sérieux ou d'expérimenté dans les affaires dit le business. On peut dire un business pour désigner un site ou une entreprise. On peut utiliser plein d'expressions avec business dedans, comme business model. Mais dire le business c'est un truc de touriste. Il dit un millionnaire ou des millionnaires. Même diagnostic. Personne dans les milieux sérieux ne qualifie une personne de millionnaire, on ne fait pas une fixation dessus. Déjà parce que ça ne veut pas dire grand-chose, comment on le mesure, est-ce qu'on prend bien en compte les dettes, est-ce qu'on inclut la résidence principale, etc. Notons que dans le cadre d'études statistiques, on peut utiliser cette unité personne millionnaire. Mais si vous voyez une personne dire les millionnaires pensent comme ça, les millionnaires font ci, et cela ou un tel est un millionnaire, ce n'est pas bon signe. En revanche, on peut tout à fait utiliser le million comme unité de mesure. Il gagne 30 millions par an, cette entreprise réalise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Il est victime du shiny object syndrome. Ce syndrome consiste à se ruer et à s'approprier le nouveau concept à la mode pour avoir l'air cool ou se donner l'impression de compter. Si une personne utilise tous les mots à la mode, ou si elle se rue sur le dernier placement spéculatif, dont elle ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants, vous devez l'éviter. L'exemple le plus récent est le marché des crypto-monnaies. Allez sur un forum ou un groupe Facebook sur les crypto-monnaies, et lisez les théories que sortent les touristes qui pullulent. Puis évitez ces gens-là. Ils sont gentils, mais statistiquement, ils vont vous faire perdre de l'argent. Règle importante. Développez votre réseau, mais en évitant les touristes. Secret 12. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, Évangile selon saint Matthieu. Ce secret découle en partie du filtre anti-bouffon développé dans la partie précédente. Quand il s'agit d'investir, un des plus gros dangers est l'effet moutonnier. L'effet moutonnier, comme l'indique son nom, c'est quand les gens se mettent à faire systématiquement comme les autres, parce que les autres le font. Pour comprendre les comportements moutonniers, il faut revenir au début de l'histoire de l'humanité. Comme l'a montré l'historien Yuval Noah Harari dans Sapiens, une brève histoire de l'humanité, les premiers humains étaient extrêmement vulnérables, et leur survie passait par le développement d'une communauté. Faire partie d'un groupe était donc une question de survie. Être exclu du groupe était synonyme de mort. Seul face aux éléments de la nature, l'homme n'avait aucune chance. Viscéralement, au fond de nous, nous avons cette peur du rejet. Nous craignons d'être exclus du groupe. Pour ces raisons, nous développons des mécanismes de conformisme pour réduire le risque d'être rejeté du groupe ou de ne pas être accepté dans le groupe. Évidemment, le monde a changé depuis l'époque des Cro-Magnons, mais quelque part au fond de nous, il reste cette crainte. C'est une des très nombreuses explications des comportements de conformisme et des comportements moutonniers. En faisant comme les autres, on se dit qu'on minimise les risques. Un autre fait intéressant, ou plutôt un biais cognitif, consiste à croire que si une majorité de personnes pensent une chose alors cette chose est vraie. C'est stupide. Il n'y a pas de relation logique entre l'opinion dominante et la vérité. Le fait qu'une opinion soit dominante ne veut pas dire qu'elle relève d'une démonstration scientifique. N'oublions pas que pendant des siècles, voire des millénaires, l'opinion dominante était que la Terre était plate. Curieusement, dès qu'un groupe de personnes discute, si la majorité pense une chose alors, par délibération démocratique, on va prendre cette chose pour une réalité. On voit bien ici que ça peut poser problème quand il s'agit d'investir. Avant de revenir plus précisément à l'investissement, je tiens à rappeler une autre théorie. C'est celle de la psychologie des foules par Gustave Le Bon. L'auteur montre que plus un groupe est important, moins les personnes qui composent ce groupe vont faire usage de leur esprit critique et de leur retenue. Si 2 personnes mènent une action ensemble, c'est peu probable qu'elles fassent des choses aussi stupides que des personnes au sein d'un groupe de 1000 personnes qui mènent une action. Regardez comment, lors de manifestations, des gens tout à fait normaux et pacifiques, dans la vie de tous les jours se mettent à envoyer des parpaings sur des CRS. Faire partie d'un groupe ou d'un mouvement,
augmente donc la propension individuelle à faire des choses stupides. Je pourrais ajouter que les commentaires des médias sur l'actualité financière et économique n'aident pas non plus les investisseurs en herbe à investir avec discernement. Donc pour en revenir à la finance, il faut voir maintenant un nouveau paradoxe. Sur les marchés financiers, si beaucoup de personnes ont tort, cela peut leur donner raison. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, un concept qu'on doit entre autres à l'économiste de John Maynard Keynes. Je m'explique, si beaucoup de personnes pensent que l'action de la société va monter, que font-ils? Ils en achètent, comme ça si l'action monte, conformément à leur estimation, ils pourront la revendre plus cher, et réaliser une plus-value. Comme de nombreuses personnes achètent l'action, il y a plus de demandes que d'offres sur le marché et le prix de l'action ou son cours augmente. Comme le cours augmente, d'autres personnes veulent profiter de la tendance haussière et achètent à leur tour. Du coup l'action progresse encore plus. Donc même si l'action n'avait aucune raison de progresser, parce que les fondamentaux de la société sont catastrophiques, le cours a quand même progressé du fait de comportements moutonniers. La prophétie s'est donc autoréalisée. Qui était John Maynard Keynes? Keynes fait partie des économistes qui ont le plus contribué au développement de la science économique aux côtés de Karl Marx, d'Adam Smith, ou encore de Milton Friedman. Comme chacun de ces économistes, il a le mérite de ne pas faire consensus parmi la communauté des économistes, qui, par ailleurs, n'est jamais d'accord sur rien. L'ouvrage majeur de Keynes est la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie publié en 1936. La particularité de cet auteur est d'avoir développé ces théories pendant la crise des années 1930, autrement dit, pendant la période de crise la plus violente de l'histoire du capitalisme. Enfin, une des grandes avancées de Keynes est d'avoir introduit la psychologie en économie. Il a fait comprendre que les individus, consommateurs, entrepreneurs, investisseurs, n'étaient pas des êtres parfaitement rationnels et calculateurs, mais des esprits animaux dominés par leurs passions et leurs anticipations. Néanmoins la prophétie autoréalisatrice peut fonctionner dans l'autre sens. Certaines personnes pensent maintenant que l'action est surévaluée, et vendent donc en masse leurs actions. Cela crée une pression à la baisse sur le cours. Les autres investisseurs moutons suivent, et le cours s'effondre encore plus rapidement qu'il a augmenté. On voit bien que les comportements moutonniers sont complexes, et dominent les marchés. Mais les suivre, consiste dans la majorité des cas à se faire tondre. À moins d'être une grande banque de Wall Street, ou un gestionnaire de hedge fund, vous faites plus souvent tondre, que le contraire en suivant le troupeau. Il ne faut pas se croire plus malin que les autres, surtout quand on n'a pas plus d'informations qu'eux. Pour éviter de vous faire plumer, vous pouvez faire 3 choses. Développer un esprit de contradiction. Dès qu'il y a un consensus, partez du principe qu'il a anguille sous roche et devenez méfiant. Ne participez pas aux bulles et aux folies financières, mais contentez-vous d'attendre l'explosion, pour acheter pas cher, puis attendre que ça remonte conformément au secret 10. Si vous participez à la bulle, investissez très peu, secret 1, surtout pas à crédit, et avec une stratégie de sortie, secret 8. Règle importante, méfiez-vous des effets de mode et des consensus. Secret 13, la vraie ressource, c'est le temps. Donnez aux milliardaires 100 ans de plus à vivre, et vous allez voir à quoi ressemblent de vraies inégalités de patrimoine, affirme Sean Parker. La vraie ressource n'est pas l'argent, mais le temps. Vous pouvez retrouver ou regagner l'argent que vous avez perdu, mais pas le temps. C'est vrai dans la vie, et c'est vrai dans l'investissement. Quand il s'agit d'investir, le temps est votre ami. Regardez les évolutions des grands indices, Dow Jones, Nasdaq, CAC 40, au jour le jour, et sur une période de plusieurs décennies. Si les évolutions sont importantes à court terme, et que les chutes peuvent être brutales, la tendance longue reste haussière. Les grands indices ont accompagné la croissance de l'économie mondiale. Si vous voulez simplement investir sur le long terme, contentez-vous des grands indices et le temps jouera en votre faveur. C'est aussi ce qu'on appelle la magie de l'intérêt composé. On peut le définir de la manière suivante. Un capital est placé à intérêt composé, lorsque les intérêts de chaque période sont incorporés au capital pour l'augmenter progressivement,
et porter intérêt à leur tour. C'est une notion antagoniste à celle d'intérêt simple, où les intérêts ne sont pas réinvestis pour devenir à leur tour porteurs d'intérêt. Si maintenant vous pensez que les inégalités sont un problème, vous n'allez pas être déçus. Les inégalités entraînent des différences dans l'espérance de vie. Pour les classes populaires, l'espérance de vie stagne voire décroît dans le monde occidental. Par contre, pour le haut de la pyramide sociale, l'espérance de vie progresse très rapidement. Si l'espérance de vie progresse, cela veut dire que la personne peut bénéficier de l'intérêt composé encore plus longtemps. Dans le cas de Warren Buffett, sa fortune a presque doublé entre ses 70 et ses 80 ans. Interrogé au sujet de l'espérance de vie, des inégalités et de l'intérêt composé, le milliardaire Sean Parker déclarait au magazine Forbes « Nous vivrons des vies plus longues et plus productives. Parce que je suis milliardaire, j'ai accès à un meilleur système de santé, et je vivrai jusqu'à 160 ans. Donnez aux milliardaires 100 ans de plus à vivre, et vous allez voir à quoi ressemblent de vraies inégalités de patrimoine. Maintenant faisons un petit point technique pour ceux parmi nous qui ne sont pas milliardaires. Comment bénéficier de manière efficace des intérêts composés? La méthode s'appelle le dollar cost averaging, qu'on peut traduire en français l'achat périodique par somme fixe. Le principe est simple, chaque mois vous investissez la même somme dans un indice. Si le cours est haut, vous payez un peu cher, mais si le cours est bas, vous faites une très bonne affaire. Vous n'achetez pas en fonction du cours, vous investissez chaque mois le même montant, ce faisant vous neutralisez les aléas et les fluctuations. Règle importante, utilisez la méthode du dollar cost averaging pour jouer les indices sur le long terme et bénéficier des intérêts composés sans vous prendre la tête. Secret 14. Épargner quand ça va bien. Comme dit un proverbe yiddish, prépare-toi au pire, le meilleur peut s'arranger de lui-même. Devinez quoi? Le pire va toujours finir par arriver. Il y a même une loi probabiliste pour ça. Ça s'appelle la loi de Murphy. Cette loi stipule que tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera mal. Même Jeff Bezos, au moment où Amazon devenait la plus grande capitalisation boursière au monde, déclarait un jour Amazon fera faillite. Et ce n'est pas absurde. Combien de sociétés, que l'on a cru immortelles, ont disparu? Kodak, Enron, Blockbuster, Lehman Brothers et plus récemment Toyrus. De quoi confirmer la citation de Frank Borman. Un capitalisme sans banqueroute, c'est comme un christianisme sans enfer. Il faut donc toujours vous préparer au pire, et partir du principe que tout peut s'effondrer. Pour cela, vous devez épargner quand cela va bien, pour amortir le choc des mauvaises années à venir. Voici la liste des scénarios catastrophes. Faillite d'une société dans laquelle vous avez investi. Vous perdez votre investissement. Effondrement des marchés boursiers. La valeur théorique de votre épargne investie ne vaut plus rien. Fermeture de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou licenciement. Vous perdez votre principale source de revenus. Éclatement de la zone euro, banque run et effondrement de l'euro. Vos euros ne valent plus rien. L'euro devient ce qu'on appelle une monnaie de singe, elle n'a plus de valeur, et plus personne ne l'accepte. Guerre, ou guerre civile, toute l'infrastructure économique s'effondre. Vous devez quitter le pays, et refaire votre vie ailleurs. Pour chacun de ces scénarios, vous devez avoir prévu un plan. Et n'oubliez pas, mieux vaut un mauvais plan, que pas de plan du tout. Règle importante, épargnez et préparez-vous à la catastrophe. Secret 15. Méfiez-vous des vantards, et ne vous vantez pas. Étalez moins votre abondance, votre origine, et vos honneurs. Il ne sied pas aux grands seigneurs de se vanter de leur naissance, disait Voltaire. Commençons par l'évident, ne vous vantez pas. Ça devrait être logique, mais nous autres humains, nous ne sommes pas toujours très pragmatiques. Raison 1 pour ne pas se vanter, on a l'air stupide, si on perd tout après. Et ça peut arriver rapidement, voir la raison 2 ci-dessous. Raison 2, si votre richesse devient visible, vous allez être assailli de toutes parts par des solliciteurs, des commerciaux véreux et des arnaqueurs. C'est la caricature du type qui gagne au loto, et dont toute la famille et les amis viennent réclamer un peu de sous. Puis il se fait avoir sur l'achat d'une voiture, d'une maison, des costards. Et pour terminer,
Son banquier privé lui conseille les pires placements du monde, le banquier touche sa commission, mais ne partage pas le risque en cas de perte. C'est difficile de résister à la tentation. Donc le mieux est d'éviter que les tentateurs et les tentatrices sonnent à votre porte. La deuxième étape consiste à ne pas écouter les vantards. La raison 1 est que c'est pas intéressant, et souvent très faux. Dans le monde des investisseurs et des entrepreneurs, presque tout le monde exagère ses revenus et ses succès. Certains expliquent gagner 100 000 € par mois, mais confondent profit et chiffre d'affaires. D'autres prétendent la même chose, mais ne gagnent même pas 3% de ce chiffre. En général, les personnes qui affichent leurs revenus ont quelque chose à vous vendre, et ne sont pas neutres ou désintéressés. La raison 2 est que les vantards peuvent vous détourner de votre stratégie et de votre discipline financière pour vous attirer vers des opportunités et des placements qui ne sont pas bons pour vous. Je me rappelle de mes amis qui criaient sur tous les toits combien ils gagnaient pendant la bulle des crypto-monnaies, je ne les entends plus trop depuis. Ça donnait envie de se lancer dans l'aventure, de placer des sous sur ces monnaies. C'est extrêmement difficile de résister. C'est même presque impossible. On appelle cela un FOMO. Fear of missing out en anglais. Le FOMO, en psychologie, désigne le fait d'avoir peur de rater une opportunité unique. Le tout, quand vous voyez d'autres personnes saisir cette opportunité, et pas vous. Cela crée un désir profond de participer, et une frustration, si vous ne pouvez pas y prendre part. C'est aussi un des leviers classiques du marketing. Petite astuce personnelle, si vous voulez résister à un FOMO, il y a une méthode très simple. Pour arrêter que votre cerveau vous titille pour investir dans quelque chose qui n'entre pas dans votre stratégie, achetez 100 € ou moins de ce titre ou de ce produit. Comme ça, dans votre cerveau, ça coche la case « Je suis dans le coup » et le sentiment de FOMO disparaît à 90%. Pour finir, vous ne devez pas vous comparer aux autres, mais à vous-même hier. Comparez votre niveau de revenu, votre sécurité financière, vos placements, mais aussi votre productivité, votre vie sociale, etc. Essayez de vous améliorer de jour en jour au lieu de vous comparer à une autre personne. C'est une idée qui est développée dans l'ouvrage du psychologue Jordan Peterson, Les 12 lois de la vie. Règle importante, ne vous vantez pas, n'écoutez pas les vantards, et travaillez sur vous-même. Secret 16. Allez chercher la croissance là où elle est. Un bon joueur de hockey joue où est le palais. Un excellent joueur de hockey joue où le palais sera, affirme Wayne Gretzky. Si vous voulez que vos placements rapportent, vous devez cibler des zones géographiques et des secteurs économiques qui ont actuellement le vent en poupe et qui l'auront demain. Certes, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut faire preuve de bon sens. Tout d'abord, quelles sont les zones géographiques en croissance dans le monde? L'Afrique, la Chine, même si cela ralentit, l'Inde. Dans le cas de l'Afrique et de l'Inde, on a aussi une importante croissance démographique qui peut tirer l'investissement et la consommation des ménages. La Chine subit, elle, un ralentissement démographique. La Chine s'est très bien positionnée sur les nouvelles technologies grâce à des sociétés comme Xiaomi, Tencent ou encore Alibaba. Elle rivalise aujourd'hui, presque à armes égales, avec la Silicon Valley. Dans le cas de l'Inde et de l'Afrique, il y a des succès et de forts potentiels technologiques, mais encore beaucoup d'incertitudes. La question technologique est cruciale, puisque les firmes technologiques ont la capacité de réaliser des profits importants, ainsi que de tirer les gains de productivité d'un pays ou d'une région. Enfin, le secteur technologique accapare les profits, comme on a pu le voir avec les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft en Occident. L'Europe en revanche souffre d'un ralentissement démographique qu'on essaie de compenser par l'immigration, mais au prix d'un vivre ensemble plus que bancal, qui amène à se demander si la cohésion sociale sera maintenable. Désolé pour les tenants du politiquement correct, mais il faut avouer que la situation est compliquée. De plus, l'Europe a complètement raté le coche des technologies de l'information et des communications. Elle est devenue une colonie numérique de la Silicon Valley, pour reprendre l'expression de Laurent Alexandre. Les États-Unis ont un leadership technologique et financier
qui leur permet d'aspirer les profits et la valeur ajoutée, mais ce leadership est contesté. Les clivages politiques de plus en plus violents au sein de la population, mais aussi de la classe politique, peuvent aussi avoir des répercussions économiques. Si on pose maintenant la question des secteurs ou des métiers qui ont un fort potentiel de profit, on peut citer l'intelligence artificielle et ses applications, la médecine connectée, ainsi que les biotechnologies, la robotique et les drones, les technologies financières. La liste est non exhaustive. Règle importante, miser sur des secteurs et des zones géographiques qui ont de l'avenir. Secret 17. Étudier les investisseurs, mais sans tomber dans le fanatisme. Selon Ralph Waldo Emerson, il arrive un temps dans l'éducation de tout homme où il acquiert la conviction que la jalousie est de l'ignorance, que l'imitation est du suicide, et que, pour le meilleur, et pour le pire, il doit en prendre sa part. Si vous voulez réaliser des investissements fructueux, vous devez étudier l'histoire, ses acteurs et les grandes réussites. Vous devez aussi étudier les investisseurs célèbres, afin de comprendre leurs stratégies et les imiter. Dans certains cas, c'est complexe. Si on prend le hedge fund de Renaissance Technologies fondé par James Simon, leur secret est dans leurs algorithmes, et dans les mathématiciens qui l'emploient. À moins d'être un passionné des maths, vous aurez du mal à vous en inspirer. Mais dans de nombreux cas, Warren Buffett, de John Paulson, Carl Icahn, il y a simplement une logique et un schéma d'investissement qui se répètent. À ce stade, il faut d'emblée lever une croyance limitante. Ces gens ne savent pas ce qu'ils savent, parce qu'ils sont plus intelligents que vous et moi, même s'ils le sont probablement, mais parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Ils ont testé plus de choses de nous, ils ont vu plus de crises et de scandales que nous, ils ont fait plus d'erreurs que nous et ils ont aussi connu plus de succès que nous. Les grands investisseurs ont souvent plusieurs décennies d'expérience sur les marchés financiers. Dans de nombreux cas, ils ont commencé à investir avant même d'avoir 20 ans. Warren Buffett a acheté sa première action à 11 ans. Ces investisseurs ont des choses à vous apprendre. Certains ont écrit des livres, d'autres ont accordé des dizaines d'interviews. Vous devez prendre un peu de temps pour vous former, et pour vous renseigner. Tout n'est pas à apprendre. Certaines stratégies ou méthodes ne vous conviendront pas. Et c'est normal. Mais il y a beaucoup à découvrir, et c'est beaucoup plus simple de reprendre directement ce qui marche sans avoir à faire toutes les erreurs qui conduisent à ces enseignements. Par exemple, vous pouvez suivre les 5 critères de Warren Buffett pour choisir une action dans laquelle investir. Les 5 critères de Warren Buffett sont 1. La société sera encore là dans 20 ans. 2. Le management de la société a su démontrer qu'ils sont honnêtes et efficaces. Si vous pouvez faire connaissance avec les managers, c'est encore mieux, mais ce n'est pas donné à tout le monde. 3. Pour une certaine raison, le cours de bourse s'est effondré, par exemple American Express dans les années 1960, ou encore Coca-Cola dans les années 1980. 4. La société a une forte marque. Par exemple, Disney, Coca-Cola, McDonald's, Apple, etc. 5. Les variables démographiques sont favorables à la société. Par exemple, s'il y a de plus en plus de personnes dans un pays, c'est probable qu'il y aura de plus en plus de ventes de meubles et de biens immobiliers. Ou encore voici ce que j'applique aussi, la règle des 30% de James Altucher à la question « Quel pourcentage de mon argent dois-je placer sous forme d'action ?» James Altucher répond « Ne jamais mettre plus de 3% de votre argent dans une seule action. Par contre, si vous mettez 3% et que la valeur de ces actions augmente pour dépasser 3% de votre patrimoine, ne vendez pas pour autant. Gardez ces actions. Ne mettez pas plus de 30% de votre argent sous forme d'action. Par contre, si vous avez 30% de votre patrimoine en actions, et que les actions montent pour dépasser 30% de votre patrimoine, ne vendez pas pour autant. Gardez ces actions. Règle importante. Apprenez des meilleurs parce qu'ils ont déjà testé ce que vous vous apprêtez à faire. Secret 18. Votre liberté financière en pourcentage. Selon Peter Thiel, mieux vaut une mauvaise stratégie que pas de stratégie du tout.
Vous aimez les chiffres? Ça tombe bien, moi aussi. Dans ce secret 18, on va voir comment diviser votre revenu pour définir une stratégie d'allocation des ressources. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est très simple. Voici un découpage que je vous propose. Si vous avez un revenu normal, 60% de votre revenu doit être consacré aux dépenses nécessaires. Il s'agit du loyer, d'Internet, de l'électricité, de la nourriture et du lifestyle, etc. Le lifestyle renvoie simplement aux sorties, aux loisirs et aux dépenses qui font plaisir, parce que c'est important de se faire plaisir. Au moins un peu, 10% doit être consacré à l'épargne de long terme. Vous devez commencer par mettre l'équivalent de 6 mois de dépenses courantes dans un fonds de secours. Ce fonds de secours n'est pas placé. C'est juste de l'épargne disponible directement en cas de pépin. 10% doit être consacré à la liberté financière. Vous placez cet argent pour votre futur, et pour tendre vers la liberté dite financière. La liberté financière, c'est quand vous gagnez assez d'argent pour vivre sans avoir à aller travailler chaque matin de la semaine. 10% doit être consacré au développement personnel et au développement de nouvelles compétences. On ne le dira jamais assez, le savoir est la première des ressources. Elle est celle qui permet les autres. 10% doit être consacré au fun. Par fun j'entends les vacances, les expériences, les voyages, etc. L'idée reste quand même d'essayer de mettre le maximum d'argent dans la liberté financière, pour devenir libre le plus rapidement possible. Une bonne manière de le faire peut être de réduire les dépenses de lifestyle. C'est pas facile, c'est pas agréable, mais ça peut s'avérer nécessaire. Pour continuer dans cette direction, comprenez ceci. Les gens ont rarement un problème de revenus. Ils ont souvent un problème de dépenses. À la fin de l'année, ou du mois, il faut regarder la différence entre le revenu et les dépenses. Je vais prendre 2 exemples. Imaginons une personne A, qui gagne 100 000 € net par an, mais qui en dépense 110 000 €. À la fin de chaque année, elle a perdu 10 000 €, et elle doit s'endetter pour couvrir ses dépenses. Imaginons une personne B, qui gagne 32 000 € par an, mais qui n'en dépense que 29 000 €. Cette personne agrandit son capital de 3 000 € par an. C'est pas énorme, mais au bout de quelques années cela lui donne une vraie marge de manœuvre. Croyez-moi, il vaut mieux être la personne B. Règle importante, vous devez déterminer des pourcentages d'allocation de vos revenus, et vous y tenir. Secret 19, une résidence principale est rarement un bon investissement. Nous voulons une France à 70% de propriétaires, disait Nicolas Sarkozy. On dit souvent que la première chose à faire c'est de s'endetter pour acheter sa résidence principale. Pendant des décennies, les hommes politiques en ont fait un objectif. La caste dirigeante française voulait faire des Français des propriétaires. Et George Bush aux États-Unis estimait au début de la bulle des subprimes que l'achat d'une résidence principale était la matérialisation du rêve américain. Mais ne nous emballons pas, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Pour plusieurs raisons, c'est un passif, et pas un actif, si on reprend notre définition très simplifiée vue dans le secret 6. Posséder sa résidence principale coûte de l'argent au lieu d'en rapporter. On pourrait mettre en avant le fait que la maison prend de la valeur avec le temps. Ce qui peut sembler assez vrai en France, mais qui ne l'est pas partout. Par exemple, aux États-Unis au siècle dernier, la valeur d'une maison a progressé en moyenne de 0,2% par an, soit moins que l'inflation. Ça coûte énormément. Il faut compter les coûts de transaction pour acquérir le bien, agence, notaire, les coûts d'entretien qui sont significatifs, les coûts d'assurance, ou encore les taxes que vont vous imposer les différentes administrations locales, régionales ou nationales. Avant de devenir propriétaire, on a tendance à sous-estimer ces coûts. On peut qualifier cela de dividende négatif. Cet investissement représente une part trop importante de votre portefeuille. Un domicile coûte rapidement 60 à 70% du patrimoine d'une personne. C'est énormément de capitaux immobilisés dans un seul placement.
On recommande en général de ne pas mettre plus de 10% de son patrimoine dans un seul type d'investissement. Aussi, si la valeur de ce bien immobilier chute, c'est l'ensemble de votre fortune personnelle qui prend un coup dur. On a une dette colossale à rembourser, ce qui cause un stress significatif. On dit souvent que les locataires sont moins stressés et plus heureux, c'est peut-être pour cette raison. Vous n'avez pas assez de liquidité en cas de pépin. Quasiment tous vos fonds et tout votre revenu passent dans le financement de ce bien immobilier. Donc en cas de problème, vous aurez probablement très peu de trésorerie disponible. Or la règle de l'investissement est que les liquidités sont ce qui a le plus de valeur, cash is king. La conséquence de ce point est aussi que vous avez moins de capacité financière pour investir dans des actifs ou pour saisir des opportunités. Règle importante, à moins d'être très riche, posséder sa résidence principale est une fausse bonne idée. En revanche, posséder de l'immobilier locatif, qui rapporte de l'argent chaque mois est une bonne stratégie. Surtout que dans le cas du locatif, c'est le locataire qui rembourse la banque et pas vous. Secret 20, votre secret. Ce secret c'est le vôtre. C'est le fruit de votre travail, de vos lectures, de vos expériences, et aussi de vos erreurs. Je laisse ce secret volontairement vide pour vous forcer à analyser, dans une critique constructive, votre situation et vos choix. C'est à vous de jouer.